Si je vous demandais votre air préféré dans le rap, vous répondriez quoi? Plus précisément, un style de rap qui était ultra ancré à une époque et qui vous manque particulièrement, dont vous vous souvenez un petit peu de manière nostalgique. Si vous êtes très vite fait un ancien, vous allez peut-être penser à la trap des années 2010 ou 2014, que ce soit aux États-Unis avec Chief Keef, Ray Shermerd, Wiz Khalifa, ou en France avec Karis et Booba. Mais si vous avez à peu près mon âge, je pense qu'il y a une forte chance que vous pensiez à un style de rap faisant partie du run du rap US de 2017 à 2019. Il y a trop de choses qui sont passées à ce moment-là. Culture 1 et 2 des Migos, Astroworld de Travis Scott, Beer Bongs and Bentleys de Post Malone. Cette époque pour le rap, c'était vraiment une dinguerie. On a eu la confirmation de tous les rookies de l'époque SoundCloud de 2015 à 2016, l'arrivée de plusieurs futurs stars comme Playboi Carti ou Aminé. Mais s'il y a bien un style de rap qui a marqué ces années-là, c'est l'emo rap. XXXTentacion, Juice WRLD, Trippie Redd, Lil Peep, Lil Skies, pour ne citer que quelques noms, tous des grands acteurs du style et dont pour certains la mort prématurée a d'ores et déjà érigé leur nom parmi les légendes de cette musique. Mais dans cette vidéo, je ne compte pas vous parler de l'histoire de ces artistes, du moins pas directement. En réalité, l'histoire dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celle d'un collectif. Un collectif de beatmakers qui a non seulement marqué, mais aussi été à l'origine en partie de l'emo rap tel qu'on le connaît aujourd'hui, en ayant participé à la production des plus gros sons de chacun des artistes que j'ai précisé juste avant, mais aussi parce qu'ils ont été à la base même du développement de nombreux artistes majeurs de cette époque, ayant déniché entre autres des Yann Dior, Lil TK, Trevor Daniel, mais surtout un petit artiste du nom de Juice the Kid. Lorsqu'ils l'ont déniché à l'époque, il avait encore que 300 followers SoundCloud, mais c'est par la suite devenu ce mec-là. Je sais pas si ça vous dit un truc. Ce collectif, c'est Internet Money. Et pour vous parler de l'histoire de ce collectif et de comment il a pu par la suite dans l'ombre marquer toute une génération, je vais devoir remonter un petit peu plus en arrière pour vous parler de l'histoire de son fondateur, Taz Taylor. Taz Taylor, de son vrai nom Danilis Snodgrass, naît en 1992 à Jacksonville, en Floride, où il grandira toute son enfance. Il grandit sans son père qui s'est barré à ses 3 ans. À ses 3 ans, genre pour son anniversaire, j'imagine trop le truc. Bref, ils sont... Pour ton anniversaire, je me casse. Bon bref, c'est vraiment pas si drôle. Il grandit sans son père qui est parti lorsqu'il avait 3 ans. Sa mère avait donc un peu du mal à joindre les deux bouts pour s'occuper de lui et de ses 2 sœurs. Ils vivront ses premières années dans un parc de maisons mobiles, puis n'ayant plus les moyens de pouvoir se loger, ils partiront par la suite vivre chez sa tante et ses cousins. Il a vécu dans un environnement assez particulier. En guise d'exemple, Taz a commencé à fumer de la beugue, le doré et le junto à l'âge de seulement 7 ans. Tu sais, c'était une période sombre comme tu l'as dit. Toi, tu fumais beaucoup le doré, hein, il faut le dire. Bien sûr. Et voilà. En interview avec Producer Grind, il racontait que les écoles de banlieue en Floride puaient à peu près toute la merde, que t'avais de l'ignorance à plus ou moins tous les niveaux, ce qui donnait peu d'espoir de réussite. En termes d'études, personne dans sa famille était allé plus loin que le lycée. Carrément, un de ses grands-pères ne savait littéralement pas lire et plusieurs de ses cousins ont arrêté l'école à 6-7 piges. Et malheureusement, là où il vivait, c'était plus ou moins normal. C'est à cette période que sa mère rencontre le futur beau-père de Taz, batteur dans le même groupe que le mari de sa tante et chez qui ils déménageront peu de temps après. Maintenant installé, ses parents taffaient beaucoup. Sa mère enchaînait les boulots alimentaires et le groupe ne vivant pas de leur musique, son beau-père de son côté exerçait un métier de cariste qui lui prenait aussi pas mal de temps. Du coup, pour éviter qu'il soit trop souvent seul à la maison, ses parents se sont mis d'accord pour le ramener lors des répétitions de son beau-père. Pendant que le groupe prenait ses pauses, Taz s'amusait à jouer de la batterie, de la basse, de la guitare et son beau-père lui laissait même ramener chez eux les petites guitares mises à disposition dans la salle de répétition. Ça lui a permis de traîner très tôt dans la musique, il s'intéressait à tous les genres possibles et imaginables et dès ses 3-4 ans, il s'entraînait très régulièrement à la guitare jusqu'à atteindre un niveau plus que respectable. Jusqu'à 12 ans, il jouait déjà de la musique avec ses potes et ses cousins dans des bars et des petits événements de sa ville. Son niveau était tel que ses parents le voyaient déjà devenir un grand guitariste, performer en live, faire des tournées avec son groupe. Aux yeux de ses parents, c'était vraiment son ticket pour pouvoir sortir des ghettos de Jacksonville. Il racontera d'ailleurs que ses parents voyaient en lui le prochain Dimebag Darrell, guitariste très connu du groupe de metal Pantera. Seulement, ça ne se passera pas comme prévu, puisque Taz, lui, jouer en live, ça l'intéressait plus de fou, hein. Du jour au lendemain, à 12 ans, il arrête la musique, commence à se tatouer, à 12 ans oui, à traîner dehors, à faire n'importe quoi avec les autres jeunes de son quartier. Et c'est aussi cette année-là que sa mère décidera de prendre exemple sur sa sœur qui faisait cours elle-même à ses enfants. Taz sera donc homeschool l'équivalent de sa 6e, ce qui sera un énorme échec. 6th grade as a kid, I'm sitting there like just writing the answers and I'm not learning shit. And then 6th grade, I pass. And I go to 7th grade, didn't learn anything from 6th grade, didn't learn division, I still don't know how to divide. Puisque arrivé en 5e en école publique, Taz ne redoublera pas une fois,
pas 2 fois, mais 3 fois son année. Ouais, c'est chaud, hein. À ce moment-là, vraiment, Billy Madison, c'était sa représentation parfaite. Évidemment, bon, au bout d'un moment, à force de voir tous ses potes, ses cousins passer leurs années, petit à petit arriver au lycée, pendant que lui, il faisait que de rater sa 5e en boucle, forcément, il décide de ne plus trop aller à l'école. Étant donné que ses parents travaillaient et que ses potes, eux, ils étaient encore en cours. Taz, il passait ses journées seul chez lui dans sa chambre. Mais heureusement pour lui, quelques années plus tôt, lorsqu'il avait 7 ans, son daron biologique était venu lui rendre visite. En fait, toutes les quelques années, son daron, il lui faisait un petit happening, tu vois. Il se ramenait chez lui vite fait pour le voir. Et cette fois-ci, il était venu lui donner un vieil ordi sous Windows 98. Un petit peu comme le vieux dans The Legend of Zelda, tu vois. Genre, tiens, prends cet artefact ancien, là. Va accomplir ta destinée, petit. Grâce à ça, tu marqueras l'histoire. Du coup, il traînait sur les forums, sur 4chan, un peu plus tard sur YouTube, où il apprenait tout plein de petits skills. Pendant plusieurs années, il s'était mis au graphisme et comme les jeunes de son quartier, il avait commencé à écouter du rap pendant son temps libre. Puis un jour, il tombe sur le clip de Through the Wire de Kanye West. Et là, c'est la révélation. En écoutant le son, il tombe littéralement amoureux de la prod. Il se demande mais comment Kanye West il a réussi à produire le son tout seul. Il y a plein d'instruments, plein d'éléments percussifs, la petite voix qui chante par-dessus, non c'est trop fort. En plus dans le clip, on voit Kanye West dans des grands studios. Et cette image de studio, elle a vraiment marqué Taz. Il voulait non seulement apprendre à faire de telles prods, mais aussi un jour pouvoir taffer dans de tels studios. On arrive alors en 2009, Taz a 17 piges et il décide de totalement arrêter le graphisme pour se mettre à fond dans le beatmaking. Il part pour aller annoncer ça à sa daronne et clairement sa mère... Alors pas grand chose à faire, hein. De toute façon son bail de graphisme ça lui rapportait quasiment rien. Elle de son côté elle venait de choper un cancer. Une de ses filles a arrêté les cours à son tour. Son autre fille elle vient d'avoir un gosse. Là à ce moment là il y a vraiment rien qui allait. Et de toute façon sa mère elle l'encourageait pas trop dans ses délires. Lorsque Taz lui a annoncé sa décision, elle lui a répondu: tu ne feras jamais de thune avec tes trucs de DJ. Aïe, coup dur pour Taz qui devra se contenter de sa propre confiance en guise de soutien, puisqu'il ne se laissera tout de même pas abattre. Il revendra toutes les guitares qu'il avait accumulées de ses 6 à 18 piges pour pouvoir s'acheter du matos. Et à ce moment-là, pour lui et sa famille, c'était tellement la galère que certaines personnes de son quartier commençaient à lui acheter des instruments même si elles étaient éclatées, juste pour les aider et pour pouvoir l'encourager dans son délire. C'est super sympa de leur part et l'histoire leur donnera raison quelques années plus tard, mais pour l'instant c'est clairement pas assez pour pouvoir espérer en vivre ou pour pouvoir aider sa mère avec son traitement. Il s'intéresse alors à une plateforme du nom de SoundClick qui était à l'époque la plateforme de référence pour vendre ses instrus. Aujourd'hui, si t'es un artiste et que tu cherches par exemple des prods un petit peu tchatcheuses, un petit peu mielleux, tu iras peut-être taper Jossman Type Beat sur YouTube pour essayer de trouver des vibes similaires à ce sur quoi Jossman pourrait poser. Une fois que t'as trouvé la prod que tu veux, dans la description tu seras redirigé vers un site de vente de prod qui te permettra de prendre une licence pour la prod que tu veux utiliser. Mais à l'époque on était en 2009-2010, les Type Beats ça existait pas encore. Le seul endroit où tu trouvais des prods c'était SoundClick. Et dessus t'avais seulement les instrus qui vendaient le plus qui étaient affichés en premier et ceux qui payaient pour mettre en avant leur prod. Donc Taz il check un petit peu la compétition, il écoute les prods des plus gros vendeurs, puis les siennes. Et très vite il se dit bon, comment je vais me faire des thunes là-dedans, moi? Il était encore un petit peu loin de leur niveau. Leur faire compétition sur SoundClick, ça semblait compliqué. En revanche, mine de rien, Taz, il est un petit peu filou. En voyant que tout le monde faisait sa promo sur SoundClick, il se dit bon, ok, SoundClick, ça risque d'être chaud. Mais il y a peut-être moyen de chercher ses clients autre part. Pourquoi pas tenter ça sur Twitter? En plus, en traînant sur Internet, il était déjà tombé sur un site qui proposait des bots Twitter assez intéressants. Du coup, il décide d'en prendre un pour pouvoir s'abonner, puis se désabonner à tous les abonnés de ses concurrents. Vu qu'en général, ces gars-là, il les connaissait grâce à leurs instrus qu'ils vendaient sur SoundClick, il espérait avoir des follow-back ou des DM pour par la suite pouvoir leur vendre ses propres instrus. Taz passait donc ses journées dans ses DM à envoyer des fichiers MP3 et le prix de ses différentes licences vu qu'il n'avait pas de site internet, technique qui paiera puisque grâce à ça, il réussira à vendre sa première instru pour $250. Sa technique commençait à tellement bien marcher que derrière il avait commencé à vendre son service de bot à d'autres beatmakers. Quelques années plus tard, le concept de promouvoir ses instrus à travers des type beats sur YouTube arrive petit à petit. Et grâce à son expérience sur Twitter, il arrive très vite à devenir l'un des plus gros de la plateforme. Son business marche bien, il arrive à aider à payer pour le traitement de sa mère et peu à peu à vivre de la musique. D'ailleurs, vous avez peut-être commencé déjà à faire la liaison avec cette histoire et le nom de son futur collectif Internet Money. En réalité, le nom vient du fait que un de ses potes qui s'appelait Art Money sur Twitter lui avait lâché un moment lorsqu'il discutait en DM: toi t'es un mec de l'internet, tu fais de l'argent d'internet. Bon, la traduction est un peu gaze, mais vous avez capté l'idée. Du coup Taz derrière il avait lâché un tweet en disant: we gain internet money.
Yeah. En voyant que les gens commençaient à reprendre les questions et à utiliser le hashtag Internet Money, il s'est dit oh, ça c'est mon truc, commencez pas à me le voler. Du coup, pour sécuriser le nom, il s'était renommé Internet Money sur Twitter, ce qui lui a donné derrière l'idée de créer un collectif. Mais avant de pouvoir créer un collectif, déjà faut être plusieurs. Et ça tombe bien puisque Taz y était très actif sur Twitter. Il réalisait régulièrement des live streams dans lesquels d'autres beatmakers le rejoignaient pour pouvoir discuter. Et grâce à ces live streams, il fera la rencontre de 2 beatmakers en particulier avec qui il nouera une grande amitié au fil du temps. Ces beatmakers, ce sont Nick Mira et Ditty, à l'époque Side Piece. Ditty, il se fait plutôt discret. On a assez peu d'informations à son propos malgré son influence indéniable sur la scène rap dans les années à venir. Je vous spoil un peu, mais c'est notamment lui qui a découvert Juice WRLD, rien que ça. En revanche, Nick Mira, étant donné qu'il deviendra l'un, si ce n'est le beatmaker le plus influent des années 2017 à 2019, n'en sait un petit peu plus sur lui. Laissez-moi donc vous parler très rapidement du background de ce jeune beatmaker âgé alors de seulement 16 ans. Nicholas Warren Mira, né en 2000 et grandit dans la ville de Richmond en Virginie. Il a un rapport avec la musique assez similaire à celui de Taz. Sa famille pendant son enfance écoutait énormément de rock et dès ses 5 ans, il se prend de passion pour la guitare grâce au jeu Guitar Hero auquel il jouait avec son frère. Pendant un moment, il en jouait très régulièrement et voulait carrément devenir une rockstar. Mais peu à peu, comme pour Taz, il perd cette passion pour l'instrument et arrête donc la musique pendant quelques années. Jusqu'en 2013, en entraînant sur YouTube et en voyant des vidéos de beatmakers en studio avec des artistes, il décide de se replonger dans le monde de la musique à travers le beatmaking. Il a commencé à découvrir ce monde avec un petit clavier Radio Shack qui vient un petit peu de la Fnac ici. En gros, c'était un sorte de jouet, tu sais, avec lequel tu pouvais faire des boucles, genre de drums et tout. Puis il télécharge FL Studio à 13 ans en voyant que tous les producteurs qui regardaient étaient là-dessus. Il commence petit à petit à incorporer ses influences rock dans ses instrus, en utilisant régulièrement des guitares électriques par exemple, chose qui l'aidera énormément à populariser dans les années à venir. Puis tout comme Taz, il décide de partager ses compositions sur YouTube en espérant pouvoir toucher un petit peu de sous avec. Ça marchera plutôt bien pour lui puisque en 2016, il atteindra même un plus grand nombre d'abonnés que Taz Taylor lorsqu'ils se rencontrent. Néanmoins, Nick et Ditty généraient quand même beaucoup moins d'argent, ce qui fait que lorsqu'ils ne jouaient pas à la PS4 ensemble, Taz les aidait à se développer. Avec le temps, ils se lient une grande amitié et Taz qui venait de se renommer Internet Money leur propose de créer un collectif du même nom. Chose qu'ils ont bien évidemment accepté. Cela marquera aussi la création de leur chaîne YouTube commune où ils partageront leurs secrets de production et à travers laquelle ils pourront promouvoir aux autres beatmakers leurs différents kits vendus sur le site Wave Supply que Taz Taylor venait alors de concevoir. Pendant un moment, tout se passe normalement pour Internet Money. It's business as usual, comme on dit, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Taz Taylor reçoit un mail d'un certain Steven Victor, qui vient lui annoncer que Designer avait posé sur une de ses instrus. Un Type Beat French Montana X Drake pour être exact. Bon, aujourd'hui, Designer, il est un petit peu vu comme un one hit wonder. Ta pop mais t'as disparu. Négro, t'es comme designer. Mais à l'époque, un an plus tôt, il venait de sortir Panda, single qui s'était placé en première place du Billboard 100. Puis Timmy Turner quelques mois plus tard, qui aussi avait fait pas mal de bruit à l'époque. En plus de ça, il venait de signer dans le label Good Music de Kanye West, donc vraiment placé pour lui, c'était quelque chose. Non seulement cela, mais en plus, le son allait sortir en tant que single, avec un clip, et en plus en featuring avec Gucci Mane. Et ce son-là, c'est le son Life. C'est le premier placement officiel pour Taz. Avant ça, il avait placé pour Trey Songz sur un son qui s'appelle Real... Oh, je vous laisse lire la suite, hein. Moi je veux pas avoir de problème. Mais le son au final n'est sorti que sur SoundCloud et il a jamais rien touché. Ces deux placements lui permettront quand même d'attirer l'attention des labels et d'obtenir son premier contrat d'édition. Il recevra 50 000 $ à travers un contrat un petit peu gaze, mais ça lui permettra d'avoir un pied dans l'industrie. Ça lui a permis d'avoir accès à des opportunités et des sessions dans lesquelles il invitera des membres de son collectif pour essayer de placer des artistes. Et c'est à partir de là que tout découle pour Internet Money. On est maintenant en 2017. La scène SoundCloud arrivait déjà à son âge d'or avec le début d'artistes qui deviendront par la suite de réels stars comme Post Malone, Playboi Carti, Lil Yachty, Lil Uzi Vert et toute la scène emo rap à venir. C'est notamment l'année de sortie du premier album de XXXTentacion qui cherche alors à confirmer toute la hype qui s'est créée autour de lui, particulièrement sur ses sons scrimo comme I'm Sippin' Tea in Your Hood et Look at Me. Il prendra de court les attentes de tout le monde avec 17, un album bien plus posé et mélodique aux inspirations lo-fi notamment. Cet album il sera un énorme succès commercial, atteignant la 2e place du Billboard 200 à sa sortie, et avec 7 des 10 sons du projet qui atteindront le Billboard 100 en première semaine. Un des sons qui ressort de cet album, c'est Fuck Love, en featuring avec Trippie Redd. C'est pas étonnant étant donné que les deux faisaient partie des plus grosses têtes de la scène SoundCloud de cette époque, et il se trouve que ce son représente le premier
placement pour Internet Money et le premier particulièrement pour Nick Mira, puisque le son utilise une boucle qu'il a composée. Il atteindra la 28e place du Billboard 100 et sera le son le plus écouté sur SoundCloud all time pendant un très long moment, avant d'être dépassé par un son de BTS dont je ne pourrais vous dire le nom. Allez, les fans de K-pop, ils sont déter, hein. En plus, je crois que c'est un solo de Jimin le son, donc là, tout de suite. Et pour l'anecdote, le son est sorti le jour des 17 ans de Nick Mira sur l'album 17 de XXX qui est sorti en 2017. Si ça c'est pas totalement zinzin. Mais ce n'est pas tout pour Internet Money, puisque quelques mois plus tôt, un jeune rappeur du nom de Juice the Kid avec à peu près 300 abonnés SoundCloud venait de contacter DT en DM Twitter pour pouvoir collaborer avec lui. En écoutant ce qu'il faisait, DT y repère directement le potentiel. Donc ce qu'il fait tout de suite, c'est qu'il propose à Nick Mira de travailler à deux avec lui et de s'occuper un petit peu de son développement artistique. La connexion, elle a été très rapide puisqu'ils avaient à peu près tous en commun les mêmes inspirations, les mêmes backgrounds musicaux, très emo, rock, hardcore, hard rock, tous ces délires là, tu vois. Nick Mira du coup, il commence à taffer quelques prods, il les fout dans un dossier puis il les envoie à Juice. 2 jours plus tard, Juice lance un live Periscope où il enregistre un son sur une des prods du dossier. Sur ce live, il y avait environ 50 spectateurs, parmi eux bien entendu Nick Mira qui assistera à un live légendaire, puisqu'il enregistre alors son premier futur classique, All Girls Are The Same. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y a que Nick et DT qui taffaient avec Juice. Taz, il avait pas particulièrement de relation avec lui. Il continuait de taffer sur ses type beats qui continuaient à marcher et avec lesquels il arrivait toujours à placer. Sa chaîne et son site de vente de kits marchaient tellement bien qu'il avait réussi pendant une année à générer 500 000 $. D'ailleurs, dites-vous, pour l'anecdote, même PNL ont déjà posé sur une de ses instrus, le son Athéna de leur album Que la famille. Chacal, je fais que penser au temps horrible que je vois sur le baron. C'est une instru de Taz Taylor. C'est du no-cap, vous pouvez vérifier les crédits sur Genius. Donc vraiment, Taz, à ce moment-là, il s'en foutait un petit peu du développement d'artistes. Il s'occupait juste de la partie administrative, entre guillemets, pour faire en sorte que tout se passe bien de ce côté-là pour ses potes avec Juice WRLD. Même s'ils ont essayé de le signer, et on en parlera plus tard. La suite, vous la connaissez sûrement. S'en est suivi l'explosion de Juice WRLD, le partage de son travail sur le blog de Lyrical Lemonade, puis ses clips iconiques d'All Girls Are The Same, puis Lucid Dreams, puis la sortie de Goodbye and Good Riddance, qui atteindra la 4e place du Billboard 200, composée en grande partie par Nick Mira. C'est à ce moment-là que Taz Taylor, il s'est dit, bon, peut-être que la meilleure chose à faire, c'était d'essayer de repérer des jeunes artistes pour les faire signer eux-mêmes. En attendant, Nick Mira, de son côté, il commençait à devenir le plus gros producteur d'Internet. Et de par son affiliation avec Internet Money, il a permis au collectif de prendre en popularité à son tour. Après Juice WRLD, avec qui il enregistra plus d'une centaine de sons, en comptant ceux qui ne sont pas sortis, c'est pas une blague, hein. Allez sur le Genius de Nick Mira, tapez Juice WRLD et vous verrez le nombre de résultats. C'est une dinguerie. Il placera pour Lil Uzi Vert, Trippie Redd, Young Thug, NBA Youngboy, Lil Baby, Gunna, Polo G, pour ne citer que quelques noms. DT de son côté, il plaçait aussi des noms assez similaires. Globalement, il collaborait très souvent avec Nick Mira, donc on les retrouve un petit peu sur les mêmes artistes. Quant à Taz, pendant cette période, c'est notamment des placements pour Drake, Rich the Kid, Chris Brown, Taiki, 6ix9ine, en plus de tous les noms cités avant pour Nick Mira et DT, puisqu'entre temps, il s'est converti en Record Executive. En gros, il s'occupe de moins en moins de produire les sons lui-même. À la place, il associe les membres de son collectif à différents artistes en essayant de les mettre dans les meilleures conditions pour produire les meilleurs sons. And once you get big to a certain point, you don't have to do anything. All these big ass major artists, trust me, bro, because I'm on that level from a producer standpoint. I don't make my own fucking beats. I don't, you know what I mean? I got producers to do that. Just like they don't write their own lyrics. They got songwriters to do that. Le but, c'est de pouvoir mieux gérer tous les nouveaux membres d'Internet Money qui se sont ajoutés au fil des années et qui, pour beaucoup, ont emménagé dans le nouveau quartier général du groupe, la Internet Money House. Une giga villa dans Los Angeles qui contient plusieurs studios et où les membres vivent gratuitement, un peu comme une colocation mais d'enculés. C'est probablement le collectif le plus influent de cette période musicalement, mais en plus de ça, ils sont à l'origine du début de tellement de beatmakers actuels, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans le monde entier. Vraiment, je pense qu'à peu près tous ceux qui ont commencé le beatmaking dans ces années-là ont au moins regardé un tuto sur la chaîne d'Internet Money, au moins un tuto de Nick Mira particulièrement. Avec ses vidéos déconstructed sur Genius, c'était vraiment devenu la référence. Vraiment, Internet Money, c'était l'ego. Si tu t'intéressais au beatmaking, t'étais obligé de les connaître. Mais comme je vous l'ai dit, Taz, son objectif, c'était plus seulement de placer des artistes, c'était aussi d'en développer et des nouveaux artistes qui deviendront par la suite des stars. Internet Money, ils vont en trouver. Mais il y a un problème, c'est que lors de la signature chez ses premiers labels, ça s'est toujours plutôt mal passé. Déjà, ils ont loupé la signature de Juice WRLD lorsque Taz était encore
en contrat d'édition chez APG. La raison, lorsque Taz leur a présenté l'artiste, APG lui ont répondu qu'ils ne voulaient pas le signer, parce que selon eux, c'était un clone de Lil Uzi Vert. J'imagine même pas le seum qu'ils ont dû avoir lorsqu'ils ont vu Juice WRLD devenir une star interplanétaire grâce au son qu'ils ont taffé avec lui. Ça devait faire mal, hein, ça devait faire mal. Mais c'est pas la seule aile qu'ils recevront parce que par la suite, ils essaieront de signer Trevor Daniel. Et pour le coup, les premiers retours que reçoit Taz des labels, ils sont assez marrants. On lui avait répondu qu'il était moche et que c'est juste un songwriter. En tant qu'artiste, ça passera jamais. Heureusement pour eux, au final, ils réussiront à le signer. Je dis heureusement puisque quelques mois plus tard, il sortira le single Falling qui cumule aujourd'hui 1,5 milliard de streams sur Spotify. Un clip à plus de 370 millions de vues. Bon, cette fois-ci, ils ont réussi à rattraper le coup, mais vous savez quelle autre star ils ont fait découvrir au monde entier sans pour autant avoir réussi à le signer? Lil TK, puisque Taz était l'une des premières personnes à avoir cru en sa musique. Il lui avait carrément payé un billet d'avion pour qu'il puisse venir à la Internet Money House réaliser une petite session. Cette session finira d'ailleurs par être la session la plus folle que Taz Taylor ait jamais vécue. Et lors de cette session de 3 heures, ils réaliseront plus de 5 sons. Très satisfait de tout ça, Taz, le lendemain, il va voir son label Alamo Records pour leur présenter Lil TK et les sons qu'ils ont réalisés la veille pendant cette session. Ils n'ont pas voulu le signer. On peut se demander alors quels étaient les sons que Taz leur a présentés, puisque c'était censé être la session la plus folle qu'il ait jamais vécue. Et ces sons-là, c'était Shots, Somebody, Did It Again, The Score et Ransom. Chacun de ces sons finiront au minimum certifié gold. Minimum, hein, parce que rien que Ransom, par exemple, c'est 1,3 milliard de streams sur Spotify. Un clip Cole Bennett à 454 millions de vues sur YouTube. Un remix en featuring avec Juice WRLD à 412 millions d'écoutes sur Spotify. Bon, vous pouvez vous imaginer qu'après ça, Taz décide de se barrer avec Internet Money chez un autre label. Ils signeront alors chez 10,000 Project et avec eux, ils découvriront un artiste du nom de Olmo à l'époque qui réussiront cette fois-ci à signer et cet artiste deviendra nul autre que Yann Dior. Bah ouais. Je vous avais dit à l'époque, Internet Money, c'était les GOAT. Je vous ai pas menti, hein. Leur run de 2017 à 2019, c'était une pure dinguerie. Mais du coup, tout ce beau monde, il devient quoi aujourd'hui? Déjà, j'avoue, je vous ai menti, leur prime, il a duré un petit peu plus que jusqu'à 2019. Puisqu'ils travailleront en 2020 avec par exemple le protégé de Juice WRLD, un artiste du nom de The Kid Laroi, avec qui ils produiront plusieurs de ses plus gros hits de l'époque, tels que Tell Me Why, Wrong ou Tragic. Ils sortiront aussi un album en tant qu'artiste la même année qui était censé annoncer l'ouverture d'un parc d'attractions. Malheureusement, ça a été annulé à cause du Covid. L'album s'appelle Before the Storm et dedans on compte des artistes comme Trippie Redd, Juice WRLD, Future, Lil Mosey, Lil TK, voilà, du beau monde. Et un certain single du nom de Lemonade avec Gunna, Don Toliver et Nav. 1,3 milliard de streams sur Spotify. Un clip Cole Bennett à 214 millions de vues. Bon, maintenant vous êtes habitués de toute façon. Encore récemment, ils ont continué à sortir des singles et des projets. Ça se passe plutôt bien pour eux. L'année dernière, un nouveau membre du collectif était à la compo de Just Wanna Rock de Lil Uzi Vert. Dernièrement, il y a des gars du collectif qui ont réussi à placer Drake, Kid Cudi, Ice Spice et Yeat, entre autres. Donc ça continue à bien marcher. Après, il est clair que leur prime est passé. Maintenant, l'ambiance du collectif a l'air un petit peu plus chill. Nick Mia, notamment, a l'air d'être beaucoup moins actif. En même temps, on peut le comprendre. Je pense qu'il a à peu près accompli tous les rêves qu'un beatmaker pourrait avoir. Hein. Niveau oseille, ça doit bien aller aussi, je pense. Il a dû mettre toute sa famille à l'abri pendant des générations. Je pense qu'il peut se permettre de se reposer un petit peu. Taz, de son côté, a expliqué en interview que son objectif, c'était de devenir une sorte de Jimmy Iovine. Être sur tous les albums du top 10 de tous les genres musicaux possibles. On lui souhaite de réussir tout ça de son côté. Et c'est la fin de cette petite vidéo histoire. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format qui n'est absolument pas nouveau dans l'absolu, mais sur ma chaîne ça l'est. En me lançant sur cette vidéo, j'étais loin de m'imaginer que je finirais par réaliser des dizaines d'heures de recherche et un script de 10 pages. Là, rien qu'enregistrer cette vidéo, je crois que ça m'a pris 3 heures. J'ai pas encore attaqué le montage, j'ai peur de ce qui m'attend. Mais c'était très gaulerie à faire, donc si ça vous a fait kiffer, j'en ferai très certainement d'autres. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches.